Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et consorts. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter le Monday Night Raw du 26 avril 2021 qui se déroule, comme vous le savez, au WWE Thunderdome, Tampa, Florida, USA. C'est le 1457e épisode du vaisseau amiral des weekly de la WWE. Vous m'avez peut-être reconnu. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Et pour m'accompagner, pour décortiquer, pour décrypter, pour encenser ou pour mettre en PLS cette review de Monday Night Raw, je suis accompagné par l'indéfectible, par l'insubmersible. Papy, salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va ? Ça va et toi ? Tu es en forme, tu es bien dans un fauteuil, bien installé, bien au chaud, une tisane, une bière, tout va bien ? Exactement, j'ai le petit plaid sur les genoux, le petit chat, j'ai mon petit châle, j'ai sorti l'aiguille à tricoter, la pelote de laine, là, je suis prêt à dégainer. Et Ric Flair, il regarde le juste prix à la télé, non, à côté ? Ric Flair est sage, on l'a enchaîné pour plus qu'il se pointe à mon électro, pour l'instant ça marche, donc on tient le coup. Fantastique. Alors votre tonton Chris, il n'avait pas envie de faire un tag team avec Papy, on avait envie d'un truc un peu plus péchu, et on a donc décidé de vous offrir une petite triple frite, une petite triple menace de chroniqueur pour ce Monday Night Raw, et on invite notre Rookie of the Year, on invite un nouveau chroniqueur qu'on espère qui va être aussi chaud qu'il a été chaud lors de sa première apparition lors du You Talk Too Much #7. Allez écouter, c'est en ligne. On accueille mon cher Papy pour décrypter le monde merveilleux du show rouge. Rien de moins que notre ami Magic Zigote. Salut Zigote le coyote. Salut tonton, salut papy. Et bah oui, j'ai envie de rentrer dans la danse avec vous dans la communauté catch-up pour faire les podcasts et puis de ce soir, aujourd'hui, de parler d'Euro. Eh oui. Bienvenue Zigote. Ouais. Faites du slip. Oui, faites du bruit pour Zigote. A new Cap pour Zigote. reviewer dans la place. Bon alors Zigote, t'as fait une première expérience avec You Talk Too Much. Maintenant là, ça déconne pas, t'attaques direct par, comme je l'ai dit, le vaisseau amiral. Alors c'est quoi tes premières sensations là avant de rentrer dans le flux de la review ? Mes premières sensations d'après-show ou mes premières sensations de début de review. D'avant review. De début de review. D'avant review, bah on va voir, on va s'essayer à l'exercice, qui n'est pas du tout le même que You Talk Too Much. Et puis je suis très bien accompagné par un papy et tonton, on reste en famille de toute façon. Oui, c'est clair, ouais, c'est la famille catch-up, la team catch-up. Alors, avant d'attaquer les gars ce Monday Night Raw, on va faire une petite annonce quand même, quoi, parce qu'on l'a lancé sur les réseaux sociaux depuis 2 jours, mais c'est officiel, catch-up, peut-être c'est 5 ans. Décidément, on accueille un nouveau chroniqueur, on fête nos 5 ans, c'est après la semaine de WrestleMania historique. Allez, écoutez ça, c'est en ligne. Je crois vraiment que là on est au taquet de chez taquet et donc on va vous signaler tout de suite, chers auditeurs, en début de review, cher peuple de catch-up, qu'il faut vous rendre sur tous les bons réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube aussi. Vous pouvez laisser des commentaires, des questions, puisqu'on va organiser une foire aux questions pour fêter les 5 ans avec une grosse émission. Et donc vous pouvez laisser des commentaires sur le Discord, sur le Twitter, on récolte tout ça et on vous citera à l'antenne. Voilà, on répondra avec joie à toutes les questions que peut bien se poser le peuple de catch-up depuis ces 5 années. 5 more years, les gars. Et donc pensez-y, Twitter, YouTube, Discord, venez nous déposer des commentaires, on collecte tout ça. Voilà, c'est dit, je quitte Catch-up Anniversary et on rentre directement, messieurs, dans Monday Night Raw. Vous connaissez la procédure, c'est parti, générique, hop, on est avec Adnan Virk, Byron Saxton et Corey Graves, on est sur le USA Network, sur le streaming pirate, et tout à coup, qui apparaît ? Eh ben, non, on nous remontre pour faire un big up à un certain homme qui vient de loin. On nous remontre les images de la semaine dernière, où on voit la défaite par disqualification du bel homme et de Braun Strowman contre Mace et T-Bar, et qui leur arrache leur masque à la fin, qui leur casse un peu la gueule. Donc les deux camps vont à nouveau s'affronter.
Et apparemment, Ace et Mace et T-Bar sont plutôt solidaires. De l'autre côté, Strowman et McIntyre, ils auraient plutôt tendance un peu à s'engueuler en coulisses. Strowman, en fait, veut que l'Écossais le remercie en fait, de l'avoir sauvé la semaine dernière. Mais McIntyre, il dit qu'il a rien demandé. Là-dessus, Braun Strowman, il va partir vers le ring. Et mon papy, 657e handicap match depuis début de l'année 2021 à Monday Night Raw. Braun Strowman va affronter T-Bar et Mace, qui alors ont été repackagés eux aussi également, puisque voilà, comme ils ont perdu leur masque la semaine dernière, il y a quand même un petit chouille de cohérence dans cette affaire. Ils reviennent, alors ils sont maquillés en mode je sais pas quoi, en mode Ultimate Warrior, Road Dogg, je sais pas. Choisissez un gars peinturluré dans l'histoire de la WWE. J'ai pas vraiment identifié les deux gars. Sur le coup, j'ai cru que c'était The Ascension, et puis après, je me suis dit, ah non, c'est peut-être Mihi Valini en fait. Mais au final, j'ai pas vraiment déterminé qui étaient ces messieurs sous ce maquillage. Ça a été un match très très court, hein, ce handicap match. Hein, on va aller très très vite là-dessus. Je vais faire un gros bloc, les gars, et après je vous passe la parole. Match très très court de 2 minutes, même peut-être un petit chouille plus. 2 minutes 55. Hein, voilà, j'étais déjà. Au final, Strowman va se faire acculer dans un coin, il va se faire attaquer par T-Bar et Mace. L'arbitre va faire le compte de 5 et va disqualifier les méchants. Drew McIntyre va arriver en cavalant pour venir faire le sauvetage. On ressonne la cloche et on redémarre un match. T-Bar et Mace face à McIntyre et Strowman. Là, on part pour un match qui va durer quasiment pas, qui va pas être un match, puisque ça va être un match qui va être je sais pas comment on va appeler ça, quoi. un peu escamoté, j'ai envie de dire, mais bon, les mecs vont quand même remonter sur le ring. McIntyre va réussir à coller son DDT, mais comme d'habitude, un peu comme avec le Power Slam de Randy Orton, il aura qu'un compte de 2. Ensuite, totalement accidentellement, il va coller une clothesline à Braun Strowman à l'extérieur. T-Bar va l'envoyer par-dessus la barricade d'insécurité. Les ex-Retribution, ils vont monter sur le ring pour remporter le match grâce à un count out, oui, un décompte à l'extérieur. Et post-match, Strowman va se venger de McIntyre en collant un bon gros running power slam sur le psychopathe écossais. Derrière, on retrouvera tout de suite McIntyre en coulisses qui s'est vraiment bien remis, hein, vraiment, pas de problème, bam, il est déjà là pour demander à Adam Pearce d'avoir un nouveau match dès ce soir contre Strowman. Bam, il est comme ça, le bel homme. Adam Pearce, il accepte volontiers. Du coup, ils nous ont booké dans la foulée le main event, Braun Strowman versus Drew McIntyre. Je vais commencer par notre rookie. Je vais commencer par notre coyote. Je vais commencer par Zigote. Cet opener, Zigote. Alors, l'opener, moi perso, j'ai pas forcément accroché. T-Bar et Mace, c'est ça que j'ai pas de bêtises. Le repackaging, ouais, je vois pas trop. Moi, du coup, ça m'a fait penser aux peintures des Road Warriors, tu vois. Donc, Road Warriors, The Ascension, ça se ressemble. Je sais pas. Je m'attendais à un truc un peu plus sympa, à limite la semaine dernière, par rapport au fait qu'ils aient retiré leur masque. Je m'attendais à c'est vraiment relooké et tout ça. En fait, il arrive avec un slip noir et 2-3 peintures à la con sur la gueule, tu vois. Et pareil pour Mace. Donc, du coup, là, j'accroche pas trop. Et ils font pas plus peur, tu vois. Quand tu les vois arriver tous les deux, je vois pas trop ce que ça va changer. Après, Strowman qui dit, comment dire, McIntyre, ouais, tu m'as pas dit merci pour la semaine dernière, mais en même temps, espèce de gros mongol, c'est toi qui es venu m'aider tout seul. Concrètement, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Et donc là, il veut montrer que c'est le balèze, il veut se les faire 2 contre 1, mais à la fin, bah en fait, il arrive pas. Enfin, il se fait un peu surpasser. Du coup, Drew McIntyre, il arrive, il trash talk en plus à ce moment-là en lui disant tiens, tu me dis pas merci non plus, tu vois, ça j'ai plutôt bien aimé. À la limite, mais tu vois, t'es mon ami, je suis pas ton copain, je suis ton copain, je suis pas ton copain, donc je vois pas trop. Ouais, l'intérêt, je trouve, ça a été très très long pour pas grand chose, juste pour amener en fait concrètement le main event entre les deux, quoi, tout simplement. Papy. Ouais, bah, effectivement, alors, je serais peut-être un point moins sévère parce que je trouve qu'en fait, toute cette histoire-là a comme tendance à remettre un peu Strowman sur le devant de la scène alors que bon, il est comme bien baissé dans la carte suite à son année dégueulasse de 2020 et donc là, bah, il s'est tapé Shane à WrestleMania, qui est quand même un grand catcheur Shane, hein. On sait que tu l'aimes, tonton et du coup, ça lui fait du bien, je pense, de retrouver vraiment une place de main eventer et je trouve que là, pour le coup, s'il y a un gars qui profite un peu de cette histoire, c'est lui. Et par contre, je suis d'accord, je vous rejoins tous les 2 sur les peintures, toutes nazes des ex-Retribution.
moi, quand je les vois, je me dis toujours que c'est des sueurs, ces gars-là. Ils ont vraiment pas des looks de meneurs. Ouais, ils me font penser à Ascension par le look. Il me faut penser aussi à comment ça s'appelle, aux 2 autres cons de, AOP, dans le sens où c'est des gars où ils ont 0 personnalité qui ressort de leur, regard et donc du coup, tu sais qui c'est les hommes de main et ils sont nés hommes de main et ils resteront hommes de main toute leur vie. Voilà. Ouais, t'es dur avec les EOP, moi je les aimais beaucoup les EOP quoi, mais bon, bref, c'est pas grave, passons sur ce sujet-là. Je vous rejoins, je voulais juste vous dire un truc quand même, mine de rien, sur tout ce segment-là, etc. Quand on regarde d'un petit peu plus près, les deux ont été donc repackagés avec des nouvelles couleurs, on va dire, et surtout Dominik Dijakovic a retrouvé quand même sa tenue quasiment presque originelle, sauf qu'il est de tout de noir vêtu du fait de son ex-affiliation à Retribution. Mais au final, on avait quand même 4 beaux gabarits, non, sur cet opener dans le ring. Ah, il y a du lourd, hein. Là, c'est du là, on se plaint, parfois, notamment quand on regarde, le pauvre show jaune et noir, d'avoir que des physiques de crevettes. Là, c'est un peu l'inverse. Là, il y a de la grosse bonne barbaque à Monday Night Raw. Zigote, ton avis là sur ça là, quand on est dans de la finalement on est dans le main event, on est un peu dans le poids lourd quoi, dans le heavyweight. Ouais, c'est clair. Et pourtant, tu vois, Dijakovic, je suis pas aussi fan que toi parce que je sais que tu l'appréciais beaucoup à l'époque d'NXT, tu vois. Mais je trouvais qu'il en dégageait beaucoup plus. Et il fait partie de toutes ces montées d'NXT dans le main roster où en fait, bah, du coup, il passe de quelque chose d'intéressant, voire très bien, à plouf quoi, rien. Et c'est dommage. Ouais, c'est moi je l'ai déjà dit à cette antenne, je suis assez déçu de toute façon du traitement de Dominik Dijakovic. C'est assez triste quoi. Donc on notera que finalement ce repackaging au moins enterre définitivement les Retribution de toute façon de quoi que ce soit. Là, c'est vraiment passé sur autre chose. Slapjack, il est annoncé certainement pour venir à SmackDown. Mia Yim est repackagé en Mia Yim. Et C'est original. donc voilà. Donc et Mustafa Ali est porté disparu. Mais les portés disparus, on va en citer quelques-uns au cours de la soirée. Allez, on continue notre déroulé, les amis. On fait place à la nouvelle édition du Miz TV avec The Miz et John Morrison, qui se réjouit du documentaire qui lui est consacré par la WWE, un 24, et qui paraît d'ailleurs, qui a déjà été vu par certains suiveurs que je reconnais sur Twitter et qui m'en ont dit le plus grand bien. Miz et Morrison, ils vont continuer à féliciter Bad Bunny pour ses concerts, le fait qu'il soit au sold out, etc. Et que c'est grâce à lui, grâce à eux, qu'ils en ont fait une superstar. Par contre, apparemment, ils n'ont pas été récompensés par Bad Bunny parce que le salaud, il leur a pas envoyé de place. Derrière nos amis du Miz TV, il y a Elias et Jackson Ryker qui sont présents sur le ring pour nous donner un concert. Et voilà, ils indiquent dès le départ que contrairement au New Day, ils font de la vraie musique, ils vont se mettre à chanter, ils vont être immédiatement interrompus par l'arrivée de Damian Priest, We Will Live Forever. Il dit qu'il est bien désolé de les interrompre, même s'il s'en bat un peu les miches, mais qu'il sentait que c'était un concert qu'il fallait qu'il suive d'un peu plus près. Et que ça lui a donné, il blablate sur WrestleMania, sur le fait que voilà quand il les a battus avec Bad Bunny, voilà, c'était le même kiff. Là-dessus, le New Day va venir rejoindre Priest et Xavier Woods. On vous en avait parlé la semaine dernière, puisque le New Day et Damian Priest sont devenus un peu poteaux là. Et là, du coup, ça arrive au ring, ça se rapproche, ça pose. Notre ami Xavier Woods est équipé d'un étui de grosses basses. Il va poser ça sur l'éperon. Ils vont l'ouvrir et c'est rempli de tomates. Oui, vous avez bien entendu, peuple de ketchup, ce sont des tomates. Et nos amis Face vont lancer toutes les tomates qu'ils ont à disposition sur les îles avant que l'on parte sur un 3v3. Ce 3v3, Damian Priest, le New Day versus Miz, Elias et Jackson Ryker, John Morrison et ringside. On va avoir un match qui va être plutôt surprenant dans le sens où déjà c'est un match qui va durer 16 minutes 50. Donc attention, à Raw, on a décidé de donner du temps de catch. Donc dans un 3 contre 3 qui va être assez dominé par les Fates, mais Elias va avoir sa partie quand même, il va pouvoir poser un gros coup de genou au visage de Xavier Woods pour un compte de 2. Kingston va réussir à venir chercher le tag pour sauver un peu le poteau et porter son sweep. Lui aussi, nearfall sur Ryker. Ryker, pareil, qui aura plus de temps. Les Faces, ils vont même porter une prise à 3 sur Ryker pour donner qu'un compte de 2. Finalement, Priest va réussir à coller un gros dive à l'extérieur sur Miz et Morrison. Sur le ring, Ryker essaye de s'en sortir avec Woods. Elias monte sur le poteau. Kingston vient faire tomber Elias.
Et Woods en profite comme un gros salaud pour porter, papy, un roll-up sur Riker pour le compte de 3 au bout de 16 minutes 50. Victoire finale de Damian Priest et du New Day. Papy, je commence par toi. Segment Miss TV plus match. À toi. À toi. Non, bah, le Mistivir, c'est marrant. J'ai bien aimé le début, finalement, la petite espèce de petite chorale, la 4, avec la chanson et Hop Hop en guitare avec Morrison qui rabait par-dessus. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Même Riker, là, il s'est mis à pousser un petit peu la chansonnette. Ça m'a fait un petit peu, ouais, ça m'a fait plaisir de les voir s'amuser dans le ring. Les tomates derrière, bah, c'est un des poncifs, un des fétichismes de la WWE. C'est jouer avec la bouffe, hein, et s'en envoyer partout. Donc, bah, personnellement, ça me fait pour le coup moins sourire, mais je sais que bah, c'est typiquement un truc qui marche du tonnerre. Donc, bah, je ne vais pas juger ça, les goûts et les couleurs. Et puis le match, oui, effectivement, un match plutôt long où tout le monde a eu le temps de s'exprimer. Bah là, on est dans la low card de la division tag team avec Miz Morrison, le New Day qui mine de rien qui fout plus grand chose puisque bah, les champions sont portés disparus. Donc bah, on occupe avec les gens qui sont là. Du coup, excusez-moi, c'est bon, moi, le segment Unplugged, du coup, je crois que c'était ça. Ouais, c'était marrant, je trouvais ça plutôt, enfin, pas forcément original, mais ça a apporté un petit côté entertainment plutôt pas mal. Mais alors, l'idée des tomates, si j'ai besoin de faire un gazpacho, bah, effectivement, je demande au face de la WWE. Ça, j'ai complètement décroché à ce moment-là. J'ai pas cité, mais il y a eu la chanson, le Hey Hey Hop Hop aussi. J'ai oublié dans le play-by-play de le citer quand même parce que c'était un moment important du segment, puisque mine de rien, même Jackson Ryker se met à la chanson, messieurs. N'est-ce pas, Zigot? Oui, c'est ce qu'on disait. Et oui, effectivement, je pense on l'embauchera pas pour la nouvelle star. Il doit avoir le même niveau de chanson que moi. Et après, oui, effectivement, le combat plutôt 16 minutes, plutôt sympathique parce que les 3 contre 3, c'est toujours assez rythmé. Tout le monde a sa part du gâteau. Le match était correct. Il y avait bon, au niveau, le New Day a quand même plutôt l'habitude de ce genre de stipulation comme match. The Miz, de Morrison qui n'a pas combattu d'ailleurs dans les 3 autres. Mais ouais, plutôt beau combat, le finish assez rapide où chacun enchaîne 2-3 gros coups, 2-3 moves. Mais ouais, moi le côté tomate bazardé. Après, effectivement, comme disait Papy, c'est une spécialité quand même assez WWE. Hein, les Halloween des années précédentes, on s'en rappelle toujours. Mais ça m'a un peu sorti. Et après, effectivement, les catcheurs présents sur le ring, à part The Miz, je ne suis pas forcément fan de tout ce beau monde. J'ai plutôt été, moi, relativement agréablement surpris. Allez, disons-le. J'ai trouvé j'étais un peu étonné finalement de constater Elias et Riker sur le ring. Donc je me suis dit, bon allez, c'est parti pour du comedy wrestling, on va voir. La chanson, tout ça, moi c'est un truc qui m'a plutôt entertainé, je trouvais ça marrant. Par contre, là je vous rejoins tout de suite, c'est que dès qu'ils ont posé l'étui sur la apron et qu'ils ont balancé les tomates, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Et je me suis dit, oh non, non, c'est pas possible, non, ils vont pas gâcher un truc comme ça, ils vont pas faire un truc comme ça. Et heureusement, en fait, derrière, j'ai trouvé le match de super bonne qualité. Et j'ai même trouvé qu'Elias s'était un peu sorti les doigts du cul. Et j'ai vraiment, j'ai été, moi, agréablement surpris par la qualité du match. Le timing, comme je l'ai dit, voilà, 16 minutes 50, moi, j'en revenais pas. C'était pour moi vraiment, waouh, grosse surprise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils nous donnent du catch, ils nous mettent du catch. Donc au final, ce 3v3, moi, je l'ai pris de manière plutôt cool, plutôt zen. Allez, on va parler, messieurs, maintenant, si vous le voulez bien, de quelque chose d'important. On va parler d'une affaire de discipline. On va parler d'une affaire de suspension. On va parler d'une affaire quand même qui pose quand même question. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait un débat et nous allons le faire immédiatement. Messieurs, nous allons parler de Charlotte Flair. Elle va d'abord marcher en coulisses, vite fait, avec Sonya Deville, qui va la croiser. Et hop, tiens, la suspendue Charlotte Flair, puisqu'on le rappelle, la semaine dernière, nous vous l'avions annoncé, elle était suspendue de manière indéterminée. Elle avait pris une amende de $100 000, la Charlotte. Et donc là, fallait pas déconner. Fallait tellement pas déconner que finalement, on retrouve Sonya Deville sur le ring avec Charlotte Flair. Il y a l'arbitre impliqué dans le segment de la semaine dernière qui s'était fait salement tabasser par Charlotte, Eddie Oringo.
voilà, il n'avait pas vu l'intervention de Rhea Ripley. Il est désolé. Deville dit que pense que c'est la décision d'Adam Pearce en fait qui a foutu la merde et que suspendre Flair c'était un peu précipité comme affaire. Donc elle veut entendre la version de Charlotte. Lui, elle, blablabla, ouais, je comprends l'erreur, blablabla, je veux m'excuser auprès de la WWE, auprès des fans, de l'arbitre, tout ça. Elle s'est laissée emporter, elle était en colère, ses mots ont dépassé ses claques, non, ses claques ont dépassé ses mots. Du coup, l'arbitre, il est bien conciliant, il accepte les excuses, il reconnaît son erreur. Lui aussi, il est désolé. Et Deville, Sonia, que fait-elle? Elle nous annonce que la suspension est levée. Et elle nous annonce quoi? Derrière, un petit booking. Charlotte Flair sera même en action ce soir et notre ami Oringo sera l'arbitre. Là-dessus, Adam Pearce, il retrouve Sonia Deville et Charlotte Flair en coulisses. Il n'est pas très content que la première ait annulé sa décision et il ne croit pas trop aux excuses de la deuxième. Donc là, messieurs, on va faire un petit basculement dans le temps. Je vais aller directement au match de Charlotte si ça vous ennuie pas. Charlotte va affronter dans la foulée, pas dans la foulée parce qu'on va en parler après, va affronter Mandy Rose. Alors, out of nowhere, peut-être que vous saurez m'expliquer pourquoi elle est venue affronter Mandy Rose. Ça va durer 4 minutes 20. Mandy Rose dans le ring, messieurs. Accrochez-vous. Charlotte va quand même porter son backbreaker. Puis elle va envoyer Rose la tête première dans le poteau. Derrière, elle va lui coller un natural selection pour la victoire. L'arbitre qui était là pendant le match va écarter les cordes pour faciliter le départ de la reine du ring, Charlotte Flair. Ainsi se termine l'épisode Charlotte Flair de Monday Night Raw. Zigote. Comment dire L'histoire des suspensions à la WWE et les amendes, on sait très bien ce que ça mène à la fin. C'est comme d'habitude, c'est bon, il paiera pas l'amende ou la suspension sera levée. Alors moi, perso, je pensais que par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière, j'aurais espéré qu'on ne revoie pas Charlotte dans les semaines qui viennent et éventuellement peut-être au Go Home précédent WrestleMania Backlash. Là, effectivement, tu as Sonia Deville qui va chercher Charlotte Flair dans une cage d'escalier. On ouvre une porte, tiens. Charlotte qui traîne, qui a foutu sa tente dans les escaliers en attendant une semaine quand on vient de la chercher. Qui la ramène sur le ring, bon, voilà, machin et tout. Charlotte qui fait ses excuses, blabla. Bon, ouais, c'était pas très, très. Ça m'intéresse pas trop, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et bizarrement dans cette histoire, c'est le fait que ça date pas d'aujourd'hui, que Sonia Deville et Adam Pearce soient en bisbille, tu vois. Il y a des. Ouais, ils ont toujours deux façons de manager différemment. Et à la limite, c'est peut-être ce qui peut arriver après entre les deux qui m'intéresse plus que la levée de suspension et le match sorti de nulle part contre Mandy Rose. Ah, mon bon papy. Yes, alors le match n'est pas totalement sorti de nulle part, mais en même temps, si je dis pour l'origine, ça spoil en fait un segment qui va se passer après. Mais c'est suite au segment, l'autre segment féminin qui se passe après, que pour punir Mandy, Sonia Deville l'envoie se faire bouffer par Charlotte. Et d'ailleurs, ce qui arrive, vu qu'en 4 minutes, elle était torchée. Ouais, alors je suis aussi intéressé par la bisbille des figures d'autorité. Effectivement, j'ai l'impression que Sonia essaie de prendre des décisions un peu plus risquées que Adam Pearce, qui est un peu un general manager en mode Teddy Long, un peu feignasse. C'est-à-dire que ses main events, il les a jamais bookés à l'avance. Il attend toujours qu'il y a 2 mecs qui s'embrouillent pour dire ah bah ok, bah main event ce soir, pas de souci. Allez les gars, tandis que Sonia Deville, elle est plus à prendre des décisions un peu risquées, à tenter des remettre à Charlotte Flair dans l'histoire alors qu'elle a fauté. Donc ouais, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin, que ce soit pas juste des bisbilles sans lendemain. Et puis sinon, bah en fait, Charlotte, j'ai l'impression qu'ils retentent leur chance après l'échec de la storyline avec Lacey Evans, puisqu'ils devaient la booster pour l'affronter Lacey qui tombe enceinte, et du coup, bah, plus de booking pour Charlotte, et bah, maintenant, on refait un booking solo pour Charlotte. J'ai l'impression qu'ils savent pas la gérer, mais il faut l'envoyer tout de suite tabasser Rhea Ripley là, parce que on en reparlera, mais Rhea Ripley, elle est pas. Du coup, elle se retrouve avec des oppositions un peu nasses, quoi. Ouais, moi je suis aussi intéressé par le duo d'officiels là, Pierce et Deville. Je trouve que il y a presque un alignement. Adam Pearce serait plutôt un face et Sonia Deville serait quasiment une heel. Elle a un peu tendance d'ailleurs à voilà avec Charlotte, voilà, elle a réglé l'affaire là vraiment en supportant finalement les actes de la heel en question. Et moi ça m'intéresse aussi ce duo d'officiels. Je trouve que c'est plutôt sympa. Après Charlotte, elle est juste en train de réaffirmer sa position à Monday Night Raw. Voilà, de toute façon, elle va squatter le haut de la carte là pendant de longs mois.
Donc c'était un squash match face à Mandy, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mandy, on va y revenir un petit peu plus tard dans un autre segment féminin. Là, je vous propose qu'on passe directement à Adam Pearce. Plus ou moins, finalement, on va rester avec lui un tout petit peu puisqu'il va être rejoint par Braun Strowman. Et le Braun, il est pas content. Et on est souvent pas content, Maro, sur la façon dont Adam Pearce le gère depuis plusieurs semaines. Il demande tout simplement à être inclus dans le match pour WrestleMania Backlash entre Bobby Lashley et Drew McIntyre s'il bat l'Écossais ce soir. Pearce, il est d'accord. Du coup, ça nous annonce un match très important pour Braun, puisque s'il gagne le main event, il ira tout simplement à Backlash affronter le champion Bobby et le bel homme. Allez, retour à Sheamus sur le ring, qui nous fait presque un truc identique, hein, Papy, à la semaine dernière. Promo, j'arrive en bretelle, en manteau, avec ma ceinture. Je rappelle que j'ai organisé un Open Challenge la semaine dernière, qu'il y a Humberto Carrillo qui s'est présenté et qu'on a pris plein la gueule. Donc il est formidablement fier de ses actions, mais il est prêt à donner un vrai match aux Mexicains. Mais le titre ne sera pas en jeu, faut pas déconner non plus. Là-dessus, le Humberto, il arrive, il se fait à nouveau attaquer par Sheamus comme la semaine dernière. On nous remonte comme la semaine dernière. Carrillo, cette fois-ci, il va répondre. Il va pas se laisser faire, le jeune Mexicain, sur cette affaire-là. Et il va même réussir à envoyer Static Warrior à l'extérieur avec gros dropkick. Il va l'empêcher de revenir sur le ring avec des dropkicks. Et lui, finalement, il va lui faire un dive. Hein, ouais, c'est ça. Hein, il va lui faire un dive dessus, quoi. Donc, grosse altercation physique avec Humberto Carrillo, qui semble avoir un petit shot, là, dans le cadre de la mid-card du titre US. Et qui se présente un peu plus menaçant que la semaine dernière. Visiblement, il n'a pas digéré de s'en prendre plein la gueule. Et toi, Papy, est-ce que tu aurais aimé prendre le drop kick qu'a pris Sheamus dans la gueule, là, sur le coin du turnbuckle? Joli move, quand même, de la part du Mexicain. Ouais, joli move, jolie vengeance après avoir bouffé de la semelle la semaine dernière. Là, c'est lui qui fait goûter les siennes à Sheamus. J'avais pas compris comme toi. Pour moi, c'était encore un Open Challenge ce soir et Sheamus était un peu surpris que ce soit Carrillo qui revienne prendre ta dème branlée. Qui finalement n'en a pas été une, vu qu'il. Sans le titre en jeu, par contre, c'était Open Challenge sans titre en jeu, donc je vois pas trop l'intérêt, mais c'est Sheamus, quoi. De toute façon, faut pas chercher à comprendre. Bon, de toute façon, il n'y a pas eu de match. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de match, voilà, en plus. Mais étonné de voir Humberto Carrillo qui résiste un peu. Moi, je pensais vraiment que ça aurait été de la chair à canon, un jobber parmi tant d'autres. Au final, je pense qu'il va avoir sa vraie chance à un vrai match. Et c'est pas. Pourquoi pas, hein, c'est un gars qui était complètement disparu depuis qu'il avait été abandonné par Rey Mysterio qui était parti à SmackDown. Et puis, visiblement, il a la salle, il a un peu retravaillé son look. Donc, c'est bien qu'il ait avec cette nouvelle saison qui démarre, cette nouvelle post-WrestleMania qui démarre, c'est peut-être le moment pour lui de ressortir un peu. Et qui sait s'il va pas nous sortir des belles performances. En tout cas, vu qu'on manque de latino à la WWE avec, comment il s'appelle, Andrade qui est parti, c'est peut-être aussi pour ça qu'on le ressort des cartons, ce garçon. Zigote? Ouais, effectivement. Alors moi, est-ce que j'entends mal Sheamus quand il parle, mais est-ce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore plus accentué son accent? Alors c'est pas très français, mais je trouvez pas qu'il parle encore plus irlandais qu'avant, plus prononcé? Ou c'est une idée? Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'il accentue. Bon, il a toujours eu tendance un peu à le faire, mais là, c'est vrai qu'avec son personnage, avec le manteau, le chapeau, tu vois, il fait un peu irlandais des bas-fonds de New York au moment il ressemble à Tonton et Papy quand dans les soirées, dans les pubs. Exactement, avec sa Guinness. Vas-y. Non, pardon, excuse-moi. Du coup, non, Humberto Carrillo. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il se fasse juste défoncer la tronche la semaine dernière avec le bro kick qu'il avait pris dans la gueule. Je t'avouerai que je me suis dit, je ne reviens plus la semaine prochaine, c'est bon, j'ai pris ma branlée. Bon, il a encore envie de s'en prendre une, sauf que là, du coup, oui, effectivement, il a pris un peu le dessus sur Sheamus, avec un magnifique dive d'ailleurs à travers les cordes qui a fait passer Sheamus par-dessus la table des commentateurs. Après, oui, comme disait Papy, il a le good look, hein, ouais, il a la shape, il a été à la salle. Sa tablette d'abdominaux, je voudrais un peu la même, tu vois. Mais dans le sens où Carrillo avait fait des très bons matchs l'année dernière, quand on était en mode WrestleMania Covid, là, sans public et tout ça. C'était correct. Là, je pense que les deux entre les cordes, ça peut très très bien se passer. Après, comment dire, c'est
Les Open Challenge, je trouvais ça toujours intéressant quand c'était l'époque du John Cena, et je m'attendais à ce que, même si les Open Challenge sans ceinture, je m'attendais quand même qu'il affronte peut-être quelqu'un d'autre encore aujourd'hui, tu vois. Et malheureusement, bon, c'est encore Cario qui vient, bon, pourquoi pas. Du coup, là, les Open Challenge, il n'y en aura plus, et ça va sûrement amener un match entre les deux pour le titre à WrestleMania Backlash. Ouais, c'est fort possible. Ouais, de toute façon. Après, moi, je trouve que c'est bien pour le Mexicain d'avoir. Il a une feud. Il doit être bien satisfait d'avoir une feud face à Sheamus, même si c'est une feud de transition, c'est pas très grave. Pour lui, il apprend, il bosse. Voilà, bosser avec un top cador comme les Sheamus, je pense que pour un jeune comme ça doit être cool. Donc, il a un peu de temps d'exposition, c'est bien. Il va se faire quand même gravement massacrer, mais le pauvre. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, moi, Sheamus me semble actuellement surpuissant en termes de champion US, là, très franchement. Exactement. Là, voilà, il nous fait une année formidable, de toute façon, Sheamus, là. On va arriver en mai, là, et depuis janvier, il nous régale. Donc il continue à nous régaler, et c'est parfait. Que ça continue comme ça. Allez, messieurs, Hurt Business Rules. C'est l'heure du Hurt Business. MVP Bobby Lashley, ils vont aller dans le ring pour parler de ce qui se passe sur l'affaire Braun Strowman, dans cette affaire de WrestleMania Backlash. Ils sont sur le ring. Le champion WWE, il nous parle de nouveau de la victoire de WrestleMania 37, parce que voilà, il demande du respect de la part des fans. Il s'est occupé de l'Écossais, mais celui-là, il se colle comme un chewing-gum sur sa pompe, quoi. Et voilà, ça veut pas s'en aller. Mais alors, voilà, déjà que l'Écossais, il est collant, c'est déjà bien énervant. Mais en plus, maintenant, la WWE a décidé de lui foutre Braun Strowman dans les pattes. Bon, elles sont grandes quand même, tes mimines, mon petit Bobby, quoi. Mais voilà, il comprend pas qu'ils prennent pas cette décision sans lui demander son avis. MVP, il explique que voilà, le précédent titre de Lashley, c'était le titre US. Il l'avait déjà perdu à l'époque de manière injuste, sans recevoir le tombé dans un triple menace. Et donc, reproduire ce truc-là, quoi, reprendre ce risque à nouveau, c'est tout simplement irrespectueux envers le Hurt Business. Et c'est injuste. C'est trop injuste. Alors Lashley, du coup, il nous annonce qu'il va observer de près ce qui va se passer durant le main event, donc on en conclut certainement qu'il va venir à la table. Personne ne lui prendra son titre, il ressortira de WrestleMania Backlash victorieux. Le Hurt Business s'impose, messieurs. Vous en avez pensé quoi, papy? Ouais, du classique. C'est plutôt intelligent de reparler du fait que Lashley, le dernier titre qu'il a eu, il l'a perdu dans un triple threat. Je pense que ça met des petites pistes sur ce qui pourrait se passer à l'avenir, notamment à WrestleMania Backlash. Digote? Bah, pareil que Papy, voilà, promo très classique d'un heel qui veut pas forcément affronter deux adversaires en plus, enfin un adversaire en plus, pardon. Voilà, après moi, je me pose la question en fonction du déroulé du main event, de voir que si, imaginons que Braun Strowman soit ajouté au combat, est-ce qu'au bout du compte, Bobby Lashley ne gagnerait pas WrestleMania Backlash et qu'au bout du compte, on continue une feud entre Drew McIntyre et Braun Strowman pour la suite, pendant que Bobby Lashley se fera quelqu'un d'autre, le temps que Braun Strowman revienne dessus. Très bien, messieurs, parfaite analyse. Je ne rajouterai pas un mot à ce que vous avez dit tous les deux. On va attaquer direct sur le dernier gros segment féminin de la soirée. On va le faire d'un bloc. C'est parti, c'est la soirée des blocs. Alors, c'est au tour de Rhea Ripley, la championne d'Euro, qui est interrogée sur le retour de Charlotte Flair. Dit que Charlotte Flair, voilà, pendant qu'elle est occupée à jouer au rugby avec les arbitres, elle s'en fout, mais leurs routes se recroiseront certainement à nouveau. Et ce soir, elle est focus, elle est concentrée sur un 3 contre 3. Toujours backstage, on va y retrouver Nia Jax, qui elle est pas surprise du retour de Charlotte Flair. Elle dit que c'est une enfant gâtée comme Randy Rose et Dana Brooke. Voilà, on reparle de Mandy. Shayna Baszler, elle lui dit voilà, qu'il serait peut-être un peu temps d'arrêter avec ces deux-là et qu'il faudrait laisser tout ça derrière elle. Au moment où elle dit ça, il y a Angel Garza qui débarque pour venir donner des fleurs à Jax et lui faire un baise-main. Alors évidemment, il y en a un à côté qui est là et qui est pas content. C'est un certain dénommé Reginald qui voilà est un peu de retour aux côtés de Nia Jax. Et là, du coup, il a Angel Garza qui vient dragouiller comme un salaud Nia Jax. Jax et Angel, ils vont d'ailleurs marcher un peu ensemble en coulisses avant de tomber sur qui? Sur Rose et sur Brooke. Et Jax, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser le bouquet de fleurs que lui a offert Angel Garza pour frapper Rose avec. Et ça va nous envoyer directement, messieurs, vers un 3 contre 3. Alors, Rhea Ripley, Nia Jax et Shayna Baszler versus Asuka, Lana et Naomi.
En ce moment, on les a vus quelques fois déjà en tag team, hein, le Lana Naomi, Shayna Baszler, Nia Jax déjà. Et on va avoir un match quand même qui va durer beaucoup plus que ce que je n'attendais, puisque ça a duré 11 minutes 35. J'ai même pas envie de faire un play-by-play monumental. Nia Jax nous avait gratifié à SmackDown du roll-up le pire de l'année 2021, là, avec Tamina. Elle va réussir quand même à s'en sortir parce que c'est Ripley finalement qui domine, c'est Ripley qui est brutal, c'est Ripley qui domine tout le monde dans le ring et d'ailleurs qui va s'occuper de Lana à un moment, je sais pas si vous voyez, où ça va chier quand même. Et puis c'est Asuka et quand même Naomi un peu quand même qui sont un peu la garantie fight dans le combat, enfin c'est surtout Asuka quand même. Et voilà, et Asuka va essayer de montrer sur les prônes pour aider Lana qui est en plein désarroi. Baszler et Jax, elles vont quand même venir s'occuper de la japonaise, elles vont la tabasser. Ripley va réussir à porter son Riptide pour le compte de 3. Victoire 1, 2, 3. C'est Naya qui fait le tomber, attention. Hein. C'est Naya qui fait le tomber. Elle fait une descente de la cuisse. Oui, excusez-moi, ouais, non, c'est Ripley qui porte le finisher, mais c'est Naya qui porte le tombé. Merci de la précision, mon bon papy. Fact-checking en direct. Voilà, messieurs, Zigote. Ce 3 contre 3 féminin, Ripley la championne. Je vais pas mentir en disant que j'ai essentiellement fast-forwardé ce match. C'est honte à moi. Parce que sur le papier, Asuka, Lana et Naomi, l'équipe, Lana et Naomi, je ne vois pas ce que Asuka fout avec. Du côté, en face, Baszler, bon, vous savez que je l'aime bien, mais la team avec Nia, je pense qu'elle commence à tourner un peu en rond et on va sûrement arriver, je pense d'ici peu sur un split. Et j'ai oublié le nom de la championne, Rhea Ripley. Je vais y arriver. Voilà. Après, je sais très bien que c'est pour occuper la carte, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Du coup, ils ont fait, à ce qu'on peut voir, ils ont fait des matchs par équipe pour occuper un peu tout le monde et des durées plus longues qu'avant. Mais voilà, non, toute la division féminine à Raw, voire peut-être même à SmackDown, est un peu ennuyeuse. Et là, en fait, j'ai pas envie de voir Rhea Ripley en équipe avec les championnes par équipe contre Lana, Naomi et Asuka. C'est contre Asuka et Charlotte qui doit se ramener dedans. Parce que voilà. C'est tout mélangé, mais en fait, voilà, le titre de championne, pour l'instant, il sert à rien. C'est juste pour la déco. Et là, pendant ce temps-là, on fait un 3 contre 3 histoire d'occuper tout le monde. Ouais, j'ai effectivement Ripley, elle est vraiment dans un match de faible niveau là pour une championne. On voit que la vraie taulière c'est Charlotte quoi. Ripley, elle est championne, j'ai limite envie de dire par défaut quoi. C'est une championne qui en impose pas du tout et qui a très peu de mise en valeur. Alors elle a des mises en valeur dans le catch, mais pour l'instant elle est vraiment mise en veilleuse par rapport à ce que fait Charlotte, qui est vraiment ultra mise en lumière à côté d'elle quoi. Là, elle se retrouve perdue dans un match avec Lana, Naomi, les championnes actives. La pauvre Asuka qui, de toute façon, est perdue là, depuis des mois à faire des rivalités sans intérêt. C'est un peu tristoun, cette affaire, la division tag team féminine. Enfin, d'ailleurs, voilà. Lapsus, la division féminine, elle est vraiment pas aidée en ce moment. D'autant qu'en plus, je crois que tu l'as zappé en ton résumé, mais on avait quand même un moment de magie tel que le catch peut nous en offrir avec Mandy et Dana Brooke qui envoie un pseudo sur Shayna Baszler et Nia Jax qui va aider sa copine mais qui glisse et qui tombe. Et qui tombe 2 fois par terre sur son cul. Et oui, c'est tellement drôle. Et en fait, c'est ça d'ailleurs qui justifiera le match de Mandy contre Charlotte. C'est en fait vengeance de Sonya Deville qui va dire bah, puisque tu jettes des seaux d'eau, ben, dans ces cas-là, tu vas affronter Charlotte. Et, putain, au niveau. Mais bon, voilà, c'est assez regrettable ce qu'ils font avec les filles. Alors, ils leur ont donné du temps de catch, c'est déjà ça d'appréciable. J'ai trouvé que Lana avait beaucoup catché, malgré tout. C'est peut-être elle qui prend des leçons en ce moment à faire du catch parce qu'elle a passé notamment pas mal de temps avec Rhea Ripley. Mais voilà, je trouve ça vraiment tristoun, quoi, d'avoir une championne qui est dans des matchs de low-card, quoi. Ouais, ça m'a mis dans une faille spatio-temporelle, le segment du Sodo, là, tu vois, c'est pour ça que je l'ai même pas cité dans le play-by-play. Bah, ouais, Ouais, il y avait beaucoup de choses mauvaises, quoi. Alors moi, je suis beaucoup plus enthousiaste sur Rhea Ripley, mais je reconnais que là, de toute façon, oui, effectivement, toute la lumière est mise sur la Queen. Il y a pas, mais bon, on a l'habitude finalement, c'est tout le temps comme ça se passe tout le temps comme ça avec Charlotte. Donc c'est là où il faut que celle qui détient la ceinture à ce moment-là, ou celle qui est la contender en tout cas,
face à Charlotte, elle soit capable de tenir la dragée. C'est là où il y avait une Becky pour ça. C'est ce qui manque un peu à l'heure actuelle, ou une Ronda Rousey, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'était plus compliqué. Et après le match, moi j'étais étonné, hein, le match a duré quand même plus longtemps que ce que je pensais. Alors effectivement, ça a été brocardé avec le segment du Sodo et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un espèce d'effort quand même qui était fait. Je suis plus nuancé, quoi. Pour moi, il y a eu une forme d'effort. Après, je rejoins Zigote complètement sur un point, c'est sur le point Shayna Baszler. Shayna Baszler, quand même, quand on pense que à l'Elimination Chamber 2020, elle massacrait tout le roster féminin, quoi. Et depuis, elle est perdue dans des rivalités sans intérêt, dans une tag team qui n'aura jamais fait lever les foules au final, hein, cette Nia Jax Baszler. Bon, bah voilà, elles ont le titre, ok, d'accord, c'est deux heels, ok, d'accord. Mais pour moi, c'est une perte de temps de ne pas utiliser Shayna Baszler en mode individuel, ou alors à la tête d'un clan ou quelque chose comme ça, mais pas dans ce cadre de tag team. Je trouve que c'est raté, quoi. Que vraiment, il est temps qu'il passe à autre chose, et c'est pour ça, Zigote, que oui, j'espère bien aussi un split de Jax et Baszler incessamment. À noter que Baszler, Jax et Ripley, bah, elles ont quand même un style vestimentaire assez proche. Et pour le coup, tu parlais d'un clan, bah, ces trois filles ensemble, bah, pour le coup, ne serait-ce que visuellement, je trouverais ça sympa. Un espèce de Pourquoi pas. clan de bastonneuses défonceuses de gueule. Je serais alors là complètement partant pour ce genre d'angle. Ça m'irait tout à fait. Allez, on termine les gars avec les filles, hein, parce que ce Raw, il est mastoc ce Raw quand même, hein. Donc comme d'habitude, hein, 2h30 compressé, quoi, 2h30. On termine le dernier segment des filles, on va aller vite dessus parce que portée disparue à nouveau notre ami Bray Wyatt cette fois, après Mustafa Ali, après d'autres encore. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais aussi dans les portées disparues, et ils sont notables. On peut parler de Homos et de Jay Styles. Mais là, on va finir avec les fans. Donc Bray Wyatt, portée disparue, mais Alexa Bliss, elle, ne l'est pas. Elle est sur sa balançoire. Elle nous dit que sa poupée Lily, qui traîne depuis 3 semaines, un mois, c'est sa meilleure amie. Je pense qu'on l'avait tous bien compris. Elle nous explique que les fans peuvent avoir la leur. Allez sur www.com, vous trouverez dans le merch la poupée Lily. Mais voilà, elle conseille de dire à au WWE Universe de dire 3 fois le nom de Lily, puis de se relaxer. Et ensuite, elle pense que c'est le moment de lâcher Lily au milieu de la WWE, mais il ne faudra pas la blâmer pour ce qui va se passer ensuite. Zigote, Alexa Bliss, c'est ta cam en ce moment? C'était ma cam. C'était très bien à l'époque, ouais, même avec ses Momentos Bliss. Au début, avec l'association avec Bray Wyatt, The Fiend, c'était sympa, mais au début. Sauf que là, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et ça dure. Trop longtemps. Trop longtemps, trop longtemps. Voilà, ils occupent la semaine dernière, elle blablate tout seul. Comme elle le faisait déjà quand le film avait été brûlé. Et du coup, il fallait qu'elle occupe la FUD avec Orton, mais j'ai un peu l'impression de voir ce qu'on voyait déjà ces dernières semaines avant le retour de The Fiend. Et, bon, comme d'habitude, c'est un peu des promos sans queue ni tête, je dirais, même s'il faut peut-être essayer de lire entre les lignes. Mais non, c'est long, j'ai envie de passer à autre chose. Concrètement, vite, que le film arrive, qu'on voit ce qui se passe concrètement entre les deux, parce je pense qu'il y a comment dire, une feuille inachevée par rapport à la fin du match à WrestleMania. Mais ouais, d'avancer sur quelque chose d'autre, et voilà, et qu'Alexa Bliss, à la limite, revienne comme elle était Alexa Bliss, c'est-à-dire la normale, et qu'elle se représente au niveau de la ceinture mondiale, qui pourrait être plus sympa. Parce que là, je suis pas sûr que Alexa Bliss, on dirait une Reddit de Bray Wyatt en The Fiend. Du coup, le côté obscur. Mais, avec The Fiend, ça marche bien. Alexa Bliss, bon, ça commence à être ennuyeux, je dirais. La goddess. Papy, toi tu vas t'acheter une poupée de Lily? Non, moi, j'ai tout foutre ça à la poubelle, là, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule leur connerie, là. Ça fait quand même 4 mois qu'ils papotent en disant attention, il y a machin qui est arrivé, attention, on va se battre, attention, on va faire ci, attention, on va faire ça. Et c'est 4 mois qu'il se passe rien. Alexa Bliss, elle a repris complètement le créneau de Bray Wyatt. Donc, du coup, elle fait la même chose que lui. Sauf qu'elle prend tous les mauvais côtés de Bray Wyatt, c'est-à-dire qu'elle ne catche pas. Elle catche pas, elle parle, elle parle, elle parle. C'est même pas forcé, c'est même pas drôle, en fait. Elle fait juste une petite blague comme ça: «Ah, je vous ai fait peur, je vous ai fait semblant de vous relaxer, puis après j'ai fait crier très fort à l'écran, ça fait très peur».
voilà, elle arrête pas de dire qu'elle va aller dans la division féminine et qu'attention, elle va faire mal. Qu'elle y aille, et qu'elle aille foutre des pains là. Et qu'elle essaye en tout cas, parce qu'elle va se retrouver au milieu de Charlotte et Rhea Ripley. Ça risque de faire du petit bois, mais pas dans le sens qu'elle pense, quoi. Donc, mais moi, non, franchement, ça me saoule. J'en ai vraiment plein le cul de ces segments qui se répètent semaine après semaine, sans qu'il y ait vraiment de but en fait. Je pense que le but c'est de tenir le plus longtemps possible, jusqu'à qu'on en vomisse. Elle ne lutte plus, elle ne catche plus, je suis perdu, je suis foutu. Ça fait effectivement des mois que ça dure. Alexa Bliss, Goddess, ouais, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas. Mais effectivement, ouais, là, du coup, c'est en train de perdre complètement mon intérêt. Moi, j'aime bien le personnage, j'aime bien tout ce truc, cet univers, les yeux, le machin, tout ça, sur le ring, en catchant, ça pourrait être sympa aussi, ce maquillage-là, mais je sais pas, ouais, Alexa Bliss, ouais, moi aussi, c'est une forme de déception, quoi. Mais et pourtant, en fait, cette nana, elle bosse comme une dingue. La réalité, c'est qu'elle bosse comme une dingue parce que depuis que Bray Wyatt a disparu corps et âme à WrestleMania 37, lui aussi, eh bien, c'est elle qui tient la dragée, c'est elle qui fait Bray Wyatt a eu deux Firefly Funhouse, mais depuis, c'est que elle qui passe tous les lundis, et tous les lundis qui nous fait promo cryptique. Donc, effectivement, la lassitude peut atteindre, ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, j'attends de voir la suite. Voilà, je vais rester perplexe et je vais attendre de voir la suite. Allez. Ouais, elle a commencé Goddess et maintenant elle est plutôt Godasse. Hein. Oh, 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 oh. La petite Allez, blagounette. on quitte les femmes sur cette blague de notre ami Papy. Et là, cette fois, on arrive dans ce qui est un peu l'avant-dernier de notre review, là, un peu l'avant-dernier segment de la soirée. Depuis quelques temps, vous le savez, Riddle, notre ami sur la trottinette et en claquette, eh bien, il court après Mr. Randy Orton. Il a décidé qu'ils allaient former une équipe. Il a décidé qu'ils allaient devenir les RK Bros. Et finalement, il va retrouver en coulisses notre ami Randy Orton, quoi. Et celui-là, il lui dit quoi? Il lui dit que finalement, il a sous-estimé Riddle la semaine dernière. On rappelle que Riddle a gagné le match la semaine dernière. Et que finalement, peut-être que le blondinet, il a gagné son respect, quoi. Et il trouve que RK Bro, ça sonne plutôt bien comme nom d'équipe. Et que si Riddle, il est intéressé, il peut avoir un match par équipe ce soir. Ni une ni deux, vous imaginez bien, le RK Bro va s'empresser d'accepter le challenge. Et ils vont affronter qui? Les nouveaux jobbers de la Tag Team Division. J'ai nommé Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Ouais. You. Troisième défaite de suite en 3 semaines pour les ex-Hurt Business. Ça vous en dit long déjà, hein? Le match a duré 5 minutes 35 pour être totalement complet. Orton a porté un RKO en plein air à Alexander avant de placer un DDT à Benjamin. Riddle, il va rentrer sur le ring, il va placer son floating bro sur Benjamin pour la victoire. 1, 2, 3. Les deux hommes se lèvent le bras, se congratulent. Il semble que l'union se scelle. Alors, mon papy, RKO Bro, tu es client? Oui, alors je pense que c'est une équipe où toutes les semaines, je vais me dire quand est-ce qu'il va lui mettre le RKO dans la gueule à ce con de Riddle. Mais j'étais étonné, je le voyais venir dès cette semaine. En fait, je pensais qu'à la fin du match, il allait le claquer. Mais non, Orton, il a l'air de regarder cette espèce d'animal qui est Riddle avec intérêt, un peu de surprise, un peu de sourire de sa part. Donc, pourquoi pas? Moi, je trouve ça plutôt bien d'avoir Orton qui se positionne un peu il va se mettre en tag team, là, ça me va. Ouais, je suis vraiment. En fait, je me demande vraiment quand ça va se passer, quoi. Il va se passer un truc qui va forcément le trahir, mais peut-être qu'ils vont tenir, on ne sait pas. Hein, ça peut être une surprise. Mais en tout cas, c'est de la même manière que Sheamus, il prend en charge Cario là, depuis 2 semaines. Là, j'ai l'impression que Orton, il s'est dit: «Tiens, je vais m'occuper du petit Riddle et je vais le cadrer un peu le garçon». Puis, ouais, genre, je suis interloqué et intéressé pour ce que ça va donner à l'avenir. Zigote, les RK Bro, Takam? Pareil, au bout du compte, j'ai trouvé le petit segment backstage avec Riddle en regardant, ouais, on va être équipe, tout ça, machin et tout, et Orton qui regarde en disant, oh, bon, allez, vas-y, pourquoi pas, ça peut être fun.
Et ça change un peu du caractère habituel d'Orton. Vous voyez, c'est un peu plus léger. Et je trouve ça marrant. Voilà. Après, je suis exactement comme Papy, c'est de me dire quand est-ce qu'il va lui mettre le RKO dans la gueule. Ça, c'est sûr. Ou alors, pareil, peut-être que au bout du compte, on peut être surpris et que l'équipe va durer, sait-on jamais. Et une petite larme de tristesse pour la paillasse que sont les feux Hurt Business, du coup, parce que voilà, Shelton Benjamin, Cedric Alexander qui était dans le top il y a encore un mois de ça, voilà, maintenant ça sert de jobber, comme tu disais, tonton. Ouais, ça sert de jobber. Je suis assez triste pour Benjamin et Alexander en réalité. Je suis partagé, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont continué à avoir du temps d'antenne, on leur fait confiance. Ça fait 3 semaines de suite qu'ils catchent, mine de rien, à Monday Night Raw. À chaque fois, ils perdent, bien sûr. Alors, ils deviennent des jobbers de luxe, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est assez dommageable de toute façon, surtout pour les avoir montés aussi haut, les avoir fait champions dans l'année, parce qu'on n'oublie pas qu'ils étaient champions en 2021, là, les Benjamin et Alexander. Et donc c'est vrai que ouais, ça ressemble à une espèce de descente, à un bon dépush comme il faut, mais en gardant du temps d'antenne. Donc je me dis que bon, ils vont continuer parce qu'ils sont bons dans le ring. Moi, je les aime bien tous les deux dans le ring, hein. Donc j'ai pas de souci là-dessus, quoi. Et puis maintenant, pour en venir au RK Bro, moi, mon avis là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Je suis plutôt satisfait. Ils m'ont plutôt fait rigoler. J'ai plutôt trouvé les interactions dans le ring sympas. Le match a été très court, donc bon, on n'a peut-être pas encore eu assez de recul pour voir un peu ce que ça va donner par la suite. J'aurais peut-être une petite théorie comme ça ou un petit fantasy booking. Pourquoi pas les RK Bro qui font régner la terreur dans la Tag Team Division et en mode heel. Et on fait tourner nos amis Omos et Edge Styles. Et je verrais bien une rivalité Omos Edge Styles, RK Bro. Je serais client de m'occuper du booking de cette rivalité-là. En tout cas, il y a des équipes. Hein. Comment ? En tout cas, pour une fois, il y a des équipes à Raw. Alors, ils ne savent pas pour l'instant les utiliser, mais entre les RK Bro, AJ Styles, Omos, les champions, le New Day, Elias et Riker et Miz et Morrison, et sans oublier nos disparus de la semaine, les Viking Raiders. Les Viking Raiders qui sont aussi portés disparus cette semaine. Effectivement. Ça fait 5 ou 6 équipes, là j'ai perdu le compte. Il y aurait moyen de faire du catch par équipe hein, s'ils le voulaient. Il devrait prendre exemple sur SmackDown. Ça va être une équipe spectaculaire, je pense. Je pense pas moi je pense pas qu'Orton. Je pensais pas du tout au fait qu'Orton allait mettre un RKO. Je pense que ça va pas être pour maintenant. Je les sens bien rester un peu ensemble là. Et peut-être que ça va marcher. Ça va être peut-être une team un peu dysfonctionnelle. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, ça a plutôt été une bonne surprise pour moi lors de ce Raw. Allez, les amis, ça y est, on est au bout, on y arrive. On est tout simplement au main event de Monday Night Raw. C'est Drew McIntyre, il va être interviewé vite fait hein, sur la demande de Braun Strowman sur le fait d'être ajouté au match de WrestleMania Backlash. Il n'est pas inquiet, hein, le bel homme. Pour lui, tout va se terminer dans quelques minutes avec une Claymore. Les deux débarquent sur le ring. MVP et Bobby Lashley étaient aux premières loges puisqu'ils étaient tout simplement à la table des commentateurs. On va avoir un match de 13 minutes 20 avec quand même au bas mot 400 kilos de bidoche sur le ring. Donc ça secoue, ça rebondit, ça se cogne, ça se tourne autour du ring, ça s'en met plein la tête. McIntyre, il va porter un gros Glasgow Kiss avec un gros Spinebuster pour un compte de 2. Là-dessus, ça va se battre sur le poteau un bon moment. Strowman, il va réussir à coller une superplex pour un nearfall. Strowman, il va essayer de vouloir faire sa charge là sur le McIntyre qui est KO dans le coin. Mais Lashley va venir faire un peu, va gêner, va interférer, va attirer l'attention de l'arbitre. Notre arbitre, il va pas voir l'assaut du coup, et surtout l'intervention de MVP qui va faire descendre l'Écossais des épaules de Strowman. Du coup, là, Strowman, il est vraiment pas content. Il vient mettre une grosse droite au manager du Hurt Business. McIntyre, il va vouloir porter un DDT et se positionner pour la Claymore. Mais à ce moment-là, T-Bar et Mace, oui, vous avez bien entendu mes amis, T-Bar et Mace, reviennent sur la prône. L'Écossais, il réussit à les déloger, mais pendant ce temps-là, le Braun, il s'est relevé et il porte un running power slam pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire de Braun Strowman face à notre bel Écossais. Braun Strowman est qualifié pour le WrestleMania Backlash pour affronter Bobby Lashley
et Drew McIntyre. C'est la grosse info de ce Monday Night Raw. Et mon zigote, alors, triple menace, satisfait ou pas? En tout cas, ce soir, dans cette review, tu es en mode triple frite. Tout à fait, effectivement. Après, à savoir qui est Bobby Lashley, qui est Strowman et qui est Drew McIntyre entre nous trois. Dans le... de savoir, comment dire, que Strowman soit intégré au Triple Threat, je dirais que, vu comment le début du show s'était passé, en général, quand tu dis si tu gagnes ou si tu perds, il t'arrive ça ou ça, en général, on sait très bien que ça arrive, de toute façon, donc ça ne me surprend pas. Ça peut donner une très belle confrontation de trois Golgoth, hein. Ça peut être très, très, très intéressant. Le match en lui-même, voilà, les deux, ils se connaissent déjà un petit peu, ils ont déjà s'affronter. Il y a eu des beaux moves, entre autres. Après l'intervention à la fin de Tibar et Mace, on sait toujours pas s'ils sont d'un côté particulier, parce que MVP avait déjà dit qu'ils ne faisaient pas partie du Earth Business, mais ils interviennent à chaque coup sur du business, de leur business, du coup. Donc à savoir, est-ce qu'ils sont vraiment, ou c'est juste des trublions, juste pour venir emmerder le monde comme ça dans le main event. Mais voilà, satisfait, bon petit match en main event, et je suis curieux de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, peut-être un tag team encore avec Strowman, McIntyre et Lashley et quelqu'un d'autre, parce que ce serait bien aussi, parce que Lashley on le voit toutes les semaines, mais on le voit pas forcément combattre tout le temps non plus. Papy, qu'est-ce que tu as pensé du match et qu'est-ce que tu penses de ce triple menace de Backlash? Bah, le match était plutôt sympa. Alors, je me souviens plus, t'as dû la durée ou pas du match? Ouais, 13 minutes 50. 13 minutes 50, d'accord. Effectivement, un bon gros match de main event solide, on va dire, avec notamment ce Spinebuster là sur. 13 minutes Pardon, 20, exact. 13 minutes 20, d'accord. Le Spinebuster de McIntyre sur Strowman, j'ai trouvé super impressionnant. Il est monté vraiment haut. Strowman, lui qui est déjà bien grand, en plus, il a bien monté haut là. Et pour redescendre aussi sec, donc c'était plutôt sympa. Et donc victoire de Strowman qui, bah, comme je le disais, il est vraiment en train de tirer son épingle du jeu, je trouve, et se repositionner comme un main eventer après avoir une année où sa cote a baissé, si bien qu'à l'approche de WrestleMania, c'était devenu un peu quiconque, quoi, Strowman, je trouve. En tout cas, à mon goût. Et là, on a vraiment le Strowman main eventer qui revient sur le devant, et bah, j'espère que son physique va suivre parce que il a souvent, au moment où il se retrouvait à prendre le statut de top guy, et bah, c'est là où ça a lâché. Donc j'espère pour lui que ça va tenir. Et puis ouais, je suis comment dire? Je me pose des questions sur le rôle de Mace et l'autre comte T-Bar, parce que manifestement, ils vont contre le choix de leur business, ce qui provoque un triple threat à Backlash. Après, un triple threat, ça veut dire aussi non disqualification, donc du coup, ça leur permettra aussi d'intervenir. Donc moi, comme je disais, ils ont vraiment des gueules d'hommes de main, ces deux gars. J'ai du mal à les voir agir de leur propre chef. Donc j'attends de voir à qui ils sont affiliés, parce que je vois aussi bien une affiliation au Hard Business en mode, bah, en fait, on a fait ça pour pouvoir permettre à Triple Threat, pour pouvoir permettre une intervention à Backlash, ou une affiliation à, je sais pas moi, un mec qui serait en bisbille avec McIntyre. Imaginons un Keith Lee, c'est mon idée depuis le début, qui devait s'occuper de Retribution. Bah, là, ça serait la bonne occasion, et qui ferait tout pour pourrir la vie de McIntyre, parce que, je sais plus, à un moment, ils étaient un peu en guerre quand McIntyre était champion. Ça peut être un peu de tout, donc j'attends de voir la suite et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Ouais, bah écoute, moi j'ai été super satisfait du match en réalité. C'était bien, ça envoyait bien, comme j'aime. Donc c'était plutôt une belle satisfaction ce main event. Voilà, 13 minutes 20, c'est pas du dégueu, avec deux mecs que j'aime bien. Donc finalement, c'est plutôt positif cette affaire. Et puis effectivement, cet ajout, le triple menace, moi je fais partie des satisfaits. Je trouve que là, on a un gros truc bien lourd. Là, là quand même, là, McIntyre, Lashley, Braun Strowman, là, qui dans le catch mondial, qui propose ça actuellement? Un main event avec trois bestias, pareil. Personne. Ça manque de Rich Swann quand même, hein.
Ça manque de Rich Swann, ouais, c'est clair. Là, franchement, la WWE nous sort l'artillerie lourde. Il n'y a pas photo, quoi. Donc, du coup, moi, je suis plutôt hypé pour ce main event de Backlash. Et je suis curieux de voir, c'est que le 16 mai, hein, donc il va encore se passer 3 semaines, on va encore avoir quelques lundis. Hein. Donc je suis curieux de voir comment ils vont nous vendre un peu cette affaire-là, comment les hommes vont se croiser au cours de ça. Est-ce que Bobby Lashley va recatcher un petit peu d'ici là donc tout ça, ça m'intéresse plutôt bien. C'était plutôt pas mal ce main event. Moi j'ai un avis plutôt positif dessus. Et alors, est-ce que notre avis aura été finalement si positif que ça? On va tout de suite le savoir et c'est notre Rookie of the Year qui va déterminer le premier ça, puisque la tradition le veut, mon cher Zigote, le top, le flop et la note de ce 1457e Monday Night Raw. Alors, mon flop va à Alexa Bliss, tout simplement parce que ça m'ennuie. Ça va commencer à être très long, comme je le disais tout à l'heure. Et mon top, alors c'est une surprise parce que Riddle, je ne l'apprécie pas plus que ça, mais je suis très surpris et agréablement par le RK Bro, à voir ce que ça va donner. La petite interaction, le petit match, c'était plutôt cool. Voilà, je suis curieux, ça change un peu de ce qui se fait d'habitude, je dirais. Et la note, bon, malheureusement, le show n'était pas très passionnant, un peu mieux que celui de la semaine dernière, mais je lui mettrai la note de 2 sur 5. Ouh, première note à catch-up et il envoie du simplement 2. Ouh là là, c'est dur là. Hein. Oula, papy, alors là, passer après ça, on va se régaler. Il va falloir être solide sur les appuis, mon ami. À toi, Je passe après la sulfateuse et c'est bien parce que du coup, je vais paraître pour une fois pour le mec qui met des bonnes notes. Puisque moi, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre un 2,75. Je le donne tout de suite ma note. 2,75, donc je mets au-dessus de la moyenne. Alors, c'est parce que je ne mets pas plus parce qu'il y a vraiment des segments qui sont affreux, quoi. Le Alexa Bliss, c'est tout pourri. Enfin, tout ce qui. Moi, j'ai trouvé surtout ce qui tourne autour des filles, c'était pas terrible. Les tomates pourries, voilà, c'est pas passionnant. Donc voilà, il y a des trucs qui font baisser la note de manière irrémédiable. Mon flop, je vais le donner à. Et donc, ouais, je vais y arriver. Mon flop, je vais le donner du coup. J'hésitais à le filer à Alexa Bliss parce que ça me sort par les trous de nez aussi. Mais du coup, comme Zigot l'a déjà donné, je vais en profiter pour le donner à Nia Jax qui tombe sur son cul. J'en ai plein le cul. Moi, je veux que. Voilà, j'ai eu une vision là, de ces filles badass qui bastonnent. Je veux qu'elles bastonnent. Je veux plus qu'elles jouent à se jeter des seaux d'eau, à tomber sur leur cul, à faire ici et ça. Et je t'offre des fleurs. Et arrêtez vos conneries. Mettez que, franchement, si avec ces filles-là, ils mettaient que du catch, je suis sûr que ça serait 100 fois plus intéressant, quoi. Ils perdent leur temps avec des histoires à la con comme ça, et c'est chiant. Voilà, je le dis, c'est chiant. Et mon top, du coup, par contre, je vais le donner à. C'est vrai que j'ai bien aimé les Arkebro, mais je vais le donner, moi, à Braun Strowman qui revient au top de sa forme, qui sort du bon catch, qui sort de la bonne intensité, et puis qui se repositionne en main eventer, et qui fait bien ce rôle-là. Et puis du coup, là, et c'est aussi ça qui me permet de donner une note au-dessus de la moyenne, c'est qu'en fait, le finish, la fin du show était bien. Et moi, j'aime bien quand la chose finit bien sur une bonne note. Donc voilà, donc c'est notamment grâce à Braun Strowman. Bien, eh bien, écoutez, me concernant, alors la semaine dernière, j'avais mis un simplement 2. Et je considère que ce Monday Night Raw était bien supérieur à celui de la semaine dernière. Bon, évidemment, on a eu le sempiternel handicap match pour ouvrir le show, alors ça mettait pas dans l'ambiance. Il y a eu effectivement des segments catastrophiques, quoi. Et ah, j'ai un chat dans la gorge. Moi, je vais mettre mon flop à la session des tomates. Voilà, moi, c'est le genre de segment que je déteste. Donc, voilà, de toute façon, les trucs de bouffe et tout ça, c'est rarement, vous m'entendrez rarement me satisfaire de ce genre d'angle. Voilà, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Et vraiment, j'ai trouvé ça complètement con. J'ai pas envie de voir les New Day. Les New Day font déjà assez de pitreries comme ça. Ils peuvent être beaucoup plus drôles qu'en faisant ce genre de choses. Ça me fait chier de voir Damien Priest impliqué dans un segment comme ça. Pareil, il a autre chose à proposer en termes de compétition que se retrouver dans un segment à la con à lancer des tomates. Donc c'est peut-être voilà, bagarre de la cantine, mais ouais, bon, pour le coup, j'avoue que moi j'adhère pas.
Donc ça sera mon flop sans hésiter. Mais il y a eu effectivement plein de faiblesses durant ce Raw. Et par contre mon top, moi je vais me faire plaisir les amis, puisque je vais le donner au bel homme, au psychopathe écossais, au Drew McIntyre. Parce que voilà, il a été là tout le temps, ça a été quasiment le fil rouge de cette émission. En backstage, il commence avec un handicap, à intervenir avant le handicap match. Après, finalement, il vient sauver la mise à Braun Strowman, le tag team match. Il revient après en coulisses et il revient pour le main event. Il sait qu'il a de toute façon déjà sa place au show pour le main event de Backlash. Il fait un gros match de 13 minutes 20 face à Braun Strowman. Il perd le match, voilà, il perd le match, c'est anecdotique finalement, il a perdu ce match effectivement quoi. Mais Drew McIntyre, il est toujours dans la hype, il a toujours le momentum, mes amis, n'ayez pas peur, votre champion n'est pas en dépouche, votre champion n'est pas en perte de vitesse, votre champion européen écossais est toujours dans la hype, donc merci Drew. Bien, ma note, mon papy, eh bien écoute, je vais être à l'égal de nos nombreuses tag teams et je vais mettre la même note que toi, je vais mettre un 2,75 à ce Raw. On ne te remercie pas, Zigote. Bravo, tu peux baisser la moyenne. Hein. Quand c'est nul, il faut le dire. Mais si le top du patron, du coup, c'est la règle. Ah bah oui, on donne le top du patron, mais c'est la règle à catch-up, mon cher Zigote. Voilà, hein, tu es totalement libre. Et tu as envie de mettre un 1, tu peux le mettre. Tu as envie de mettre un 5, tu peux le mettre. Tu peux argumenter, tu peux expliquer, tu peux nuancer, tu peux... tout ce que tu veux, tu peux décortiquer. Mais au final, ta note est un 2 et c'est irrévocable. Papy ? Oui, j'allais dire, il y a le top du patron, sinon. Ah, le patron. Le patron qui est en train de visionner le show, mais qui a quand même voulu laisser son top, parce qu'il est certain que ça sera celui-là. Et je le comprends, car moi, franchement, ça m'a fait un petit peu chaud au cœur en voyant cet instant. C'est son top, c'est DJ Jackson Riker. Alors là, le fait Jackson Riker qui soit en train de chanter là avec Morrison et Miz et Elias, c'est une vision qui l'a fait rêver manifestement. Et je le partage, parce que franchement, c'est 4 couillons en train de chanter une chanson débile à 4. Ça m'a fait plaisir aussi. Et c'est tout, il t'a pas donné de note ? Il n'avait pas fini le show, donc il attend de regarder seulement. Ah bah oui, il n'avait pas fini le show, ouais. Ah bah ouais, malheureusement. Ouais. D'accord, ok. Bah, en tout cas, déjà, il était déjà chaud, donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Eh bien voilà, mes amis, c'est ainsi que s'achève cette édition de la review de Monday Night Raw, 1457e du nom, accompagné de votre papy, de votre zigote et de votre tonton. Tout ça, c'est très bien. Votre tonton Ketchup, il s'occupe de la propagande du peuple de Ketchup. Et pour ça, il faut qu'il vous fasse de l'autopromo. Et cette autopromo, elle est belle, elle est magnifique. On vous en a déjà parlé en tout début de review, mais je remets une couche. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Twitter, sur Discord et sur YouTube que l'on va collecter pour la foire aux questions de Catch-Up Anniversary, les 50 Catch-Up. Ok ? N'oubliez pas, déposez-nous des coms, déposez-nous vos questions. Vous pouvez faire ça sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube à nouveau. Abonnez-vous, laissez les coms. Toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Bien sûr, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Messieurs, c'est ainsi que je vais vous remercier de m'avoir accompagné dans la formidable aventure du show rouge du vaisseau amiral de la WWE. Merci, mon papy. Mais merci à toi pour cette invitation et puis de nouveau bienvenue à Zigote dans cette formidable aventure. Mon zigote, mon coyote, ça gigote, ça donne des notes. Bravo zigote. Et c'est des belles rimes. Je vous remercie à vous de l'invitation. J'espère avoir été à la hauteur du niveau de l'équipe et d'avoir pu au moins vous emmener dans la danse de ce triple threat sur cette review de Raw. Le level était très très haut. N'oubliez pas d'aller voir les reviews, déjà en ligne, hein, mon papy, on est bien d'accord. Il y en a partout là. Il y en a partout, c'est dégueulasse, ça dégouline de partout, ça suinte, ça transpire le catch. Donc vous avez SmackDown en ligne, si vous voulez vous faire un petit rafraîchissement de la semaine dernière. Vous avez NXT en ligne. Et vous avez l'Euro, si vous n'avez pas encore écouté l'Euro de cette semaine, et ben écoutez l'Euro de la semaine dernière, vous verrez, c'est très très bien. Et puis vous avez d'ailleurs le You Talk Too Much avec notre rookie Zigote aussi, qui est toujours là et qui est prêt à être réécouté pour les affamés, pour les passionnés,
pour les décaler ou pour tout simplement les retardataires. Et à venir, certainement, d'autres You Talk Too Much, à venir, plein d'autres choses encore. N'oubliez pas, Catch Up Anniversary, laissez-nous des coms. Allez, cette fois, c'est sûr. Je vous fais des bisous, on vous fait des bisous. On vous fait des corps à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut Zigote. Salut tonton, salut papy et salut à tous. Salut peuple de catch. Le baptême du feu dans le vaisseau amiral. Ça va pas trop tanguer? Ouais, ça va, c'était plus facile You Talk Too Much, comme tu m'avais dit la dernière fois. Et une première, c'est toujours bien avec son tonton et son papy.